du cycle de conférences Projection Cadavre Exquis. J'aurai le plaisir de te présenter les collègues en un moment qui viendront donc prendre la parole, de présenter plus brièvement les films. On va peut-être peut-être qu'on va faire ça, toute cette mode-ci, donc peut-être les deux films documentaires. Nous allons parler un petit peu dessus, et puis ensuite on aurait le bonbon du brackage, si vous voulez, qui est à poursuivre ensuite la discussion. On improvise, mais si ça vous va, ça pourrait être une bonne façon de ranger tout de suite. Le vitrail et le brackage, le choc esthétique va être trop fort. Et ça va, je pense, un peu d'une pause pour se rincer un peu l'œil avant de plonger dans le brackage. Je vous propose ça. Donc, d'abord, quelques remerciements d'usage. Cadavre Exquis est un projet qui est piloté par la revue, initié et piloté par la revue Orchard. Ce cycle est fait en collaboration avec l'OCQ, soutenu par le laboratoire Cinexpedia, le projet partenariat Cinexpedia et le laboratoire Cinexpedia, financé par le CRSH, le César du Canada, le César de Montréal, qui permettent de faire de tenir cet événement-ci. Remerciements à tous les gens de l'équipe, donc Florence, Félix, Thibault qui assure la technique pour la séance de ce soir. Grand merci à Louis aussi pour la numérisation des films. Donc tous les films que vous avez vus ont été numérisés par les bons soins de notre collègue Louis Pelletier. Et je crois que c'est tout. Voilà. On a deux séances qui restent au mois de février-mars. On est en train de définir à la fois les dates et les thèmes. Il y a beaucoup de choses qu'on a envie d'explorer. Donc, ceux qui, par pur hasard, n'étaient pas là aux dernières séances, vous savez que ce projet Cadavre Exquis est un projet de valorisation patrimoniale et de, comment est-ce qu'on appelle ça, et un laboratoire d'expérimentation qui prend appui sur la collection de films 16 mm, donc de films éducatifs, scientifiques de l'Université de Montréal, entre autres, et qui vise à la fois à faire découvrir ces films, mais aussi, et ce qu'on va faire peut-être au fur et à mesure du projet, montrer le potentiel que ces images-là ont dans un cadre de réemploi expérimental ou autre. L'idée pour nous est de voir comment on peut faire travailler cette collection de l'intérieur de plein de manières différentes. Une des manières, c'est un peu ce qu'on a fait depuis le début de la session, c'est faire des regroupements thématiques et inviter des spécialistes à venir nous éclairer sur le sens que ces films-là peuvent avoir encore aujourd'hui, ou non plus, le sens qu'ils ont perdu. Et voilà, qu'est-ce qu'ils nous permettent de dire. On a eu une séance sur le sommeil, une séance sur l'animation, une séance plus institutionnelle sur l'histoire de l'université. On va sans doute toucher à partir de la semaine prochaine, à partir de la session prochaine, la riche collection de films médicaux, psychiatriques, beaucoup de films médicaux dans la collection. On a envie de creuser un peu pour mettre à l'épreuve la sensibilité de Louis, entre autres. Donc voilà, suivez-nous sur les réseaux. Deux films, donc je laisserai peut-être Christine et Gordon nous dire deux mots peut-être sur les films avant de les présenter. Pour la numérisation, est-ce qu'il y a des choses... le deuxième, La vie dans un monastère médiéval, c'est une copie Smankalar virée au rouge. Ceux qui ont assisté à d'autres projections depuis le début de la session connaissent le refrain. Donc j'ai essayé de corriger un peu pour les couleurs, mais bon, ça restait très terreux dans les teintes. Puis l'autre, sur les vitraux, c'est un défi. Wayland, c'est un type de photographie très particulier pour filmer les vitraux. Sinon, la copie est en assez bon état. Donc, on pourra peut-être discuter après sur le défi que filmer les vitraux représentait, mais la mise en chanson, c'est assez fidèle. Donc, voilà, sans plus tarder, je vais peut-être laisser la parole à Christian Gordon qui va nous présenter les deux films, et moi, peut-être j'introduirai ensuite le brackage avant d'entamer une discussion plus élaborée, en ayant le film de brackage en tête. Si je voulais dire un petit mot, soit à deux, vous allez... C'est les vitraux, je ne sais pas dans quel ordre on les a décidés. C'était ce que tu avais dit.
Life and Medieval Mastery, Oui. le vitrail, C'est ça. c'est pareil, ils sont cués comment Moi, je l'avais mis Life and Medieval. Ok. Ouais, c'est la Ils ont monastère, vitrail, je pense que c'est plus Ouais, cohérent. ouais, Oui. Ouais. Ben, écoutez, en fait, bonsoir. On est très content d'être ici. Moi, en fait, c'est ton contexte institutionnel un petit peu plus que le mien. Moi, je viens du département d'histoire. Je suis très content d'être associé à cette initiative. Donc, on a 2 films qui nous plongent dans le monde médiéval. Le la vie premier monastique. est la vie monastique, mais bon, je pense que c'est, quand je pense à mes cours d'initiation à l'histoire du Moyen-Âge, c'est souvent en fait un des éléments qui émergent en fait de la part des étudiants comme association avec l'époque médiévale. Donc un film qui, en 15 minutes, donne une impression assez réaliste, je dirais, de la vie monastique. Pas seulement dans le monastère lui-même, vous allez voir aussi, on va au-delà des murs du monastère, donc pour la question aussi de l'autosuffisance, de l'autarcie monastique, de cette forme de vie qui crée en fait un cheval entre l'Antiquité tardive et le très haut Moyen-Âge. Tout en étant placé, enfin ça reste un petit peu ambigu dans la présentation, si on est dans un vrai monastère, est-ce que c'est des vrais moines? On a l'impression que c'est quand même assez, c'est pas stagé à ce point-là, mais étant donné qu'on veut recréer en fait une ambiance médiévale, il y a sans doute en fait un décalage à considérer entre la réalité d'un monastère médiéval et la vie d'une communauté monastique d'aujourd'hui. Cela dit, il y a des éléments qui n'ont pas changé, donc c'est ça aussi l'intérêt, je pense, du film, à assister un petit peu sur cette continuité ou cette dimension intemporelle, d'une certaine façon, d'une forme de vie qui existe depuis, depuis 1500 ans, voire plus, sachant aussi qu'il y a des communautés qui sont créées à cette époque qui existent encore aujourd'hui. Donc, ce n'est pas une continuité institutionnelle qui est fabulée, mais qui est réelle en fait. Et, c'est ça ce que je pense qui est intéressant aussi de se plonger. En fait, moi, je dis toujours, moi je travaille beaucoup effectivement sur l'histoire monastique, mais j'ai jamais eu en fait jamais eu l'idée en fait d'entrer dans un monastère, de vivre comme un moine. Mais je trouve c'est intéressant de s'intéresser à des systèmes d'un point de vue historique qui ont une logique intrinsèque, qui peut nous sembler en fait étrange, bizarre de l'extérieur, mais qui ont en fait une continuité énorme. Et moi j'ai toujours eu une fascination pour ces systèmes en fait à logique intrinsèque. Je suis en train de regarder The Crown, c'est un autre système à logique intrinsèque sans avoir forcément en fait une attitude de sympathie. C'est une présentation en fait d'une certaine façon assez neutre. En fait, on n'est pas du tout en fait dans le comment dire en fait, ouais, ou d'une dimension un petit peu rigolote. C'est assez clean, assez neutre au niveau de la présentation. Voilà, peut-être pour le premier film, on pourra en discuter. Et le deuxième, oui, le deuxième, on quitte le monastère pour aller à la cathédrale de Bourges pour regarder très près, avec beaucoup de contexte, les vitraux de Bourges. Donc c'est vraiment le niveau de haute gothique. Et puis après, je peux parler, je suis historienne de l'architecture gothique et de l'architecture sculpture du XIIe siècle. Donc, nous pouvons parler du contexte architectural et aussi de la fabrication de ces œuvres. Donc, je ne veux pas trop parler avant de regarder les images de Bourges. Une de mes cathédrales préférées. J'ai expliqué pourquoi après. Voilà. Donc, profitez. Super, merci. En fait, à vrai dire, on peut effectivement dire des choses, mais on s'est dit en fait qu'on risque peut-être de formater un petit peu vos impressions. Donc, on voudrait peut-être d'abord avoir un petit peu vos impressions sur le vif, sur les 2 films. Et après, on va apporter un petit peu des éléments en complément de vos questions à la lutte aussi. Une question, en fait, parce qu'on sait que ces 2 films-là qui étaient dans la collection de l'Université de Montréal, et comment ils ont été utilisés au sein de l'institution? Ça, c'est la question qu'on ne sait pas. On sait juste, la seule information qui est purement un peu anecdotique, et d'une part, le premier film est espagnol,
qui était, je pense, réalisé en 68, 69, la version anglaise 70, 71, dans ces eaux-là, il y a un léger décalage. Et le film Sur les vitraux, français est de 55, et il fait partie d'une collection de films construits par ce type sur lequel il faudrait enquêter davantage, qui s'appelle Anthony Rowland, dont on a 78 films dans la collection. Donc des films d'histoire de l'art qui partent de la préhistoire jusqu'à la photographie contemporaine. Donc ça couvre vraiment toute une série. Et lui, visiblement, a produit certains films et a aussi acheté des films qui existaient pour construire sa collection, pour construire sa ligne. Et ça va en effet de l'art pariétal jusqu'à Jackson Pollock, quoi, à peu de choses près. 5 films sur Rembrandt, enfin tout y passe, quoi. Et il y a quelques-uns sur le Moyen-Âge, mais entre autres celui-là sur le vitrail, donc, que lui a racheté de Celia Film, cette compagnie. Je ne suis pas certain, mais on avait projeté le film de Racchanti, qui est un Italien qui développe en fait les documentaires d'art. En fait, il y a des films très exigeants dans cette collection, je pense. Et effectivement, on se demande pourquoi l'université a ça. En fait, probablement, c'est des films pédagogiques. Et la collection est vraiment étendue, donc on sent qu'il y a une volonté de construire un corpus. Comme encyclopédique, en fait. Oui, c'est ça. Là, dans le cas de cette collection-là, c'est une acquisition unique. Ils ont acheté le catalogue complet de Sir Anthony Rowland qui avait cette collection de films sur l'art. Et il y avait une base de données à l'époque, beaucoup de films-là étaient en ligne, donc lui avait créé, enfin lui ou ses successeurs sans doute avaient créé une sorte de base de données en ligne, on pouvait consulter ces films-là. Mais voilà, autrement, je ne suis pas allé beaucoup plus loin dans ma recherche sur Anthony Rowland, qu'est-ce qu'il faisait, c'était quoi ses intérêts, c'était quoi son... C'est pas clair si lui-même était historien de l'art ou s'il était juste un sorte de collectionneur amateur, c'est pas tout à fait clair non plus. Est-ce que tous les films sur l'art, c'est les films traduits en anglais? Donc c'est les versions anglaises? Ouais. Ils sont tous, parce que c'est assez marrant que le premier était un film de la vie monastique en Espagne, original. Mais celui-là, non. Il ne fait pas partie, oui, c'est ça, il ne fait pas partie de cette collection. Non, OK. sur le monastère, non. Ah ouais, ouais. Par contre, dans la collection, il y a 78 films, on avait vérifié avec Nino, qui étaient des films tantôt produits, voire peut-être même co-réalisés par Sir Anthony Rowland, OK. ou bien des films comme c'est le cas ici, où il a racheté un film. Et fait il y a 55 et le carton final, c'est 68. Ouais. Donc, comme la version anglaise, elle est plus récente. Le film de Ragghianti date de 68, il est bien dans la collection Romance. Ah ben tu vois. Et Ragghianti, en fait, il théorise l'usage du cinéma pour faire de l'histoire de l'art. C'est un historien de l'art qui utilise le cinéma pour créer des discours d'histoire de l'art. Et Surpise, Il y a Surpise, il y a Frangelico, il y en a plein. Okay. Et avec lui, un discours sur la visite architecturale, parce que là, ce qui est vraiment très intéressant, c'est qu'effectivement, tu disais qu'il n'y avait pas de contexte. Non, oui, on c'est voit ça. jamais la verrière. Ouais. En fait, le parti pris est super fort. On recontextualise jamais la composition. En fait, on suit l'image un peu comme une BD. C'est ce lieu commun. Qui est un peu dommage, à mon avis, pour un historien de l'art. Si on part, en fait, ce qu'il dit au début, en fait, d'une inspiration artistique, ça fait sens, en fait, d'aller sur les détails, en fait, sur le procédé, en fait, du dessin, de juxtaposition des couleurs. Ou même les artistes, ils ont pensé, ça c'est vraiment une conception moderne. C'est ça. Parce qu'au Moyen-Âge, c'était vraiment considéré comme les œuvres complètes. Donc ça fait partie d'une pratique de présentation typologique très, très bien établie. Je ne sais pas si vous avez remarqué, à un moment donné, on quitte le narratif biblique pour aller vers Saint-Laurent, en fait, qui est sur qui subit son martyre, en fait. Et ça, à la limite, en fait, on pourrait dire que c'est une faille, en fait, dans la narration, mais ça correspond, en fait, à la limite, à des logiques typologiques de juxtaposition qu'on peut avoir dans le vitrail ou dans l'art médiéval de façon générale. Mais dans le cas de Bourges, ce qui est intéressant, cette présentation de Saint-Laurent et aussi des évêques qui sont emprisonnés et torturés, c'est vraiment un moment aussi quand il y avait beaucoup de tensions entre la commune, c'est-à-dire les laïcs, et l'évêque. Et à Bourges aussi, dans le XIIIe siècle, il y avait plusieurs uprisings
d'émeutes, en fait, de révolte révolte, contre les pouvoirs épiscopaux. Donc, nous avons aussi peut-être je pousse trop loin, mais on voit aussi pourquoi Laurence, bien sûr, il est un des premiers martyrs, mais aussi nous avons aussi, une idée de la situation politique du moment est aussi un moteur pour les choix des scènes représentées dans les vitraux, dans la cathédrale. C'est aussi dans un endroit où il n'y a pas vraiment une grande circulation du public. Il y a un déambulatoire, mais quand même, c'est dans le chevet de l'église qui est vraiment dans le... C'est un peu plus privilégié pour les clercs et les chanoines. Il y a quand même un travail de dévoilement, disons, la vertu pédagogique, s'il fallait en trouver une au deuxième film, c'est quand même de pouvoir montrer ce que, quand tu déambules dans cette zone-là, c'est à peu près impossible, de déchiffrer, de le voir à cette proximité-là. Ils le disent, grâce à la caméra, on arrive à zoomer in. Oui, mais quand même, il y a une habitude à cette époque aussi, où c'est souvent, il y a un peu une boîte des scènes qui sont utilisées plusieurs fois. Donc, les gens étaient habitués à identifier certains signes iconographiques pour construire une connaissance de plus. Il y a certains historiens de l'art et de l'architecture qui proposent que pour les gens qui ne font pas une partie de la communauté, il y avait un interlocuteur pour expliquer certaines scènes. Donc, il y a aussi cette idée que c'était une présentation guidée. Un truc qui est frappant, c'est l'unité stylistique de ce qui est montré. Donc, en fait, je ne sais pas combien de verrières ça concerne, le cycle en question, mais en tout cas, le fait de faire le cadrage très serré, quoi qu'il arrive à... En fait, on a des vitraux tous de la même époque, avec un peu les mêmes... Ce qu'ils ont montré, c'est vraiment de l'hémicycle sur le premier étage. Donc, c'était fait dans le XIIIe siècle. C'est fort possible. Il y avait plusieurs ateliers, mais quand même, nous sommes assez certains. C'est assez clair que c'est les mêmes ateliers qu'on voit dans certains endroits à Chartres et aussi à Paris. Donc, je pense qu'il faut aussi constater que les vitraux étaient une forme de peinture médiévale. Et c'est un peu dommage que nous n'avons pas vraiment le sens de la lumière contre les pierres dans l'espace. C'est impressionnant. C'est un jeu de contraste. Oui, tout à fait. Et on voit effectivement dans le procédé, c'est des motifs qu'on retrouve aussi dans la peinture, dans les manuscrits, dans les murs. Et ça, on sait en fait que les artistes en fait maîtrisaient ces différentes formes en partie, où il y a des liens qui sont créés entre les différentes formes d'art comme ça. Et le film aussi a bien souligné l'importance des gestes des mains, donc l'importance que les mains portent une signification. Et je suis aussi très amusée, dans le XIIIe siècle, souvent les gens, ils ont les yeux qui sont vraiment très proches, donc ils ont un sens de cross-eyed, une vue... en fait, le geste est une symbolisation de la parole prononcée dans l'art médiéval. Voilà. Et il crée aussi un mouvement, bien sûr, en fait, dans l'image, mais oui, tout à fait. Est-ce que les gens ont visité, est-ce que vous avez visité la cathédrale de Bourges? En français. C'est magnifique, mais c'est un peu un contrepoint à la cathédrale de Chartres, que nous allons voir dans le film de braquage bientôt. Mais c'était fait, Chartres était commencé en 1194, Bourges était commencé en à peu près 1195, mais ils ont deux plans qui sont très différents. Mais c'était Chartres qui était la réforme architecturale qui était répliquée beaucoup plus que ceux de Bourges. Mais Bourges, si je peux parler un peu comme geek out pour la structure, mais
je ne sais pas si vous vous souvenez, au début, il y avait vraiment le close-up des arcs-boutants. Donc, vous avez vu que c'était les arcs-boutants assez fins, et puis avec un angle assez raide. Donc, c'est à peu près presque 40 degrés. Et puis, cette raideur, cet angle, a vraiment créé un monument très, très stable. Et l'intérieur de Bourges est très ouverte. Donc, nous avons les bas-côtés, il y a les grands arcades qui donnent une apparence comme il y a 5... C'est très aéré, en fait. Oui, c'est très aéré. Donc, on voit, c'est un peu comme... Il y a 3 étages ou 3 niveaux, mais avec les effets de cette ouverture des arcades dans le bas de côté, on a un sens qu'il y en ait 5. C'est aussi... Le monument forme un triangle qui est très, très similaire fait référence à Saint-Pierre, à Rome. Donc, nous voyons aussi une iconographie architecturale. Mais si vous avez la chance de visiter Bourges, je vous encourage d'y aller. C'est pas loin. Il y a aussi la maison de Jacques Coeur, qui est super, qui est du 15e siècle. Donc, c'est le Moyen-Âge tardif, presque la Renaissance. Le premier est très intéressant aussi, le film, parce que pour le coup, là, c'est vraiment une reconstitution historique. On sait où est-ce qu'il a été tourné? En fait, ce qu'on voit principalement, c'est Silos. Oui, c'est À un Saint-Domingo de donné, Silos. en fait, il y a l'office du chapitre où ils lisent la règle. On a entendu que c'est l'espagnol. Oui. Donc, c'est Saint-Domingo de Silos. C'est ça, exactement. Nous pouvons l'identifier avec le cloître qui a 2 niveaux. Oui. Ouais. Et il y avait aussi un autre, c'est San Juan de la Peña, était aussi clairement... Les parties qui sont en grotte qu'on voit au début. Avec le cloître qui est vraiment... C'est pas vraiment un choix de vraisemblance, parce qu'à l'extérieur, il y a quand même des parties baroques. Oui, et la longue vie des monastères. Mais aussi à Saint-Domingo de Silos, c'est un monastère qui est encore actif. Voilà, il y a encore une communauté. Donc, il y a une communauté des moines qui prêtent. Qui jouent leur rôle. Ça, c'est la question. On s'est posé la question, j'ai l'impression, pour une partie, les enfants, certainement pas. Ouais. C'est la question aussi, en fait, des personnes à l'extérieur qu'on pourrait poser. Mais bon, en fait, la question est à la limite pas est-ce que c'est des vrais moines, c'est que l'espace est réarrangé. Cela dit, en fait, ils ont fait des choix judicieux dans le sens, par exemple, de placer le scriptorium dans le cloître. C'est tout pratique. C'est pas quelque chose qui est fabulé, dans le sens qu'il y a forcément un espace réservé au scriptorium pour la copie des manuscrits. Donc faire ça en fait dans la galerie du cloître est tout à fait... Comme aussi cette scène en fait d'enseignement à des enfants. C'était de souvent faire là. ça dans le cloître. En fait, c'est pas seulement un espace de communication, mais vraiment un espace de communication aussi entre et le les salle moines. capitulaire aussi, c'était oui, possible. la salle capitulaire aussi. Ouais. Mais quelque chose qui n'était pas correct, donc les moines sur leur petite table à côté de leur lit, il n'y a pas les manuscrits, il n'y a pas les livres là, parce que c'est les objets très très précieux, donc c'est pas quelque chose en nighttime reading. Je doute si c'est des vrais moines, je doute qu'ils dormaient encore, qu'ils avaient encore à l'époque en fait un dortoir. En général, ça déjà à la fin du Moyen Âge, en fait la cellule individuelle apparaît aussi. On le relie souvent en fait plutôt à des questions de décadence ou d'individualisation. C'est pas tout à fait faux dans le sens que c'est un lieu, ça devient un lieu en lien avec les nouvelles formes de spiritualité à la fin du Moyen Âge, qui sont plus intériorisées, plus individualisées. C'est la règle de Saint-Benoît. Pardon ? C'est la règle de Saint-Benoît. Oui. C'est une de... En fait, le film a des vertus, mais il est un enfant de son temps et à la limite aussi d'une tradition de narration de l'histoire monastique assez monolithique, uniforme. C'est une narration, mais à côté de ça, il y a une multitude d'autres formes de vie. C'est un type en fait de vie monastique qui est la vision en fait globale des gens qu'on relie effectivement à la règle de Saint-Benoît, mais qu'à l'époque, quand elle a été écrite,
était une règle parmi d'autres. Et c'est surtout en fait les Carolingiens qui ont fait en sorte à ce que la règle de Saint-Benoît est devenue si importante que ça. Mais à l'époque, elle est un texte pour une communauté rurale italienne tardo-antique et prend vraiment du temps. Ça passe par l'espace anglo-saxonne ou insulaire pour devenir vraiment une référence normative pour l'ensemble une bonne partie du Moyen-Âge avant qu'il y ait de nouveaux mouvements dans la deuxième moitié du Moyen-Âge. Donc là, le film crée un petit peu une vision uniforme qui n'est pas tout à fait en fait ce que la recherche met en avant aujourd'hui. Mais à l'époque, effectivement, c'était la vision. C'était la vision de mouvance en fait bien délimitée. De ce point de vue-là, en fait, il est tout à fait en accord avec la narration qu'on enseignait à l'époque, qu'on continue encore en partie à enseigner aujourd'hui. En fait, il y a tout un pan d'histoire de la religiosité féminine, par exemple, qui, pour cause est absent là. Ça parle à un moment donné en fait, des frères laïcs. C'est un phénomène qui apparaît plutôt au Moyen-Âge central avec les cisterciens, par exemple. Ça n'existe pas vraiment de la même façon dans la première moitié du Moyen-Âge. Mais bon, en fait, c'est un parti pris de narration. Je dirais que c'est un bon article Wikipédia mis en film, on va dire, sur le monachisme, pour le dire un petit peu de cette façon-là. Moi, ce que je trouve intéressant, ils ont fait un choix de scénario qui est presque, je dirais, qui s'impose automatiquement de prendre le cycle de la journée. Mais de là, on a une idée, en fait, de cette réglementation du cycle de la journée, de l'année, en lien avec en fait le cycle de la liturgie qui se répète tous les jours, qui se répète en fait sur l'année, qui scande la vie, qui scande en fait la vie du moine de l'entrée jusqu'à la fin, de façon très discrète. Ça donne effectivement une idée à quel point c'est un monde ordonné. C'est presque dans la, c'est pas dit en fait dans la vision weberienne qui a déjà dit en fait que le monachisme était en fait un vecteur de mise en ordre de la société, que en fait le monastère est un laboratoire à beaucoup d'égards. Il faut se rappeler que c'est un des rares lieux dans le monde médiéval où on sonne les heures. C'est-à-dire en fait, même pour la société environnante, c'est un ancrage temporel dans le sens qu'on a quelqu'un qui ils ont parlé en fait des heures liturgiques qui sont à la base en fait les heures romaines. Donc c'est simplement une reprise de la structuration de la journée dans la tradition romaine. Donc du coup, ça a une influence sur le monde extérieur. Il en parle. Ce contact avec le monde extérieur est un petit peu moins présent. Ils ont plutôt insisté sur l'autosuffisance et ou l'autarcie en fait du monde monastique. Ça c'est pareil. Est-ce que c'est le cas de tous les monastères? Non, justement, en fait, il y a énormément de fondations dans les villes. Quand on pense aux ordres mendiants, les dominicains, les franciscains sont très, très, très impliqués dans la vie spirituelle en fait, de la ville où ils se sont implantés. Et aussi au XIIe siècle, qui est la date de la construction de Santo Domingo de Silos, c'était vraiment un endroit où les malades, l'enseignement des enfants dans la ville. Donc, c'était vraiment, le monastère était un centre. Je ne veux pas dire que les moines étaient vraiment invités pour dîner chez les voisins, mais quand même, c'était une partie de leur tâche était de s'occuper de la communauté à l'extérieur, les pauvres, les malades, les enfants. Oui, il parle à un moment donné, par exemple, que c'est un lieu de formation des jeunes garçons des environs. Ça c'est tout à fait juste jusqu'à un certain degré. Si je peux mentionner comme historien de l'art, la sculpture à Santo Domingo de Silos, nous avons vu les reliefs des historiens, aussi les objets. C'était un monastère où il y avait vraiment une richesse des œuvres
qui décorait le monastère. Donc, c'était vraiment grâce aux donations. Donc, il y avait vraiment cette idée que c'était important pour un monastère important. Mais dans le film, ce que me fait rigoler un peu, c'était le fait qu'il y avait certains objets qui étaient dans le film qui ne fait pas partie de la collection de Santo Domingo. Donc, la chasse, je pense que c'est parisien, mais je dois vérifier, mais le chasse qui était sur l'autel, aussi le croix, où nous avons vu que les petites pierres précieuses qui étaient tombées, ça fait partie du Xe siècle. Je pense que c'est Lotharingen. Donc, nous avons vu aussi cette intégration des œuvres qui n'étaient pas de Santo Domingo de Silos. Oui, mélange aussi, en Oui. fait, mais bon, c'est compréhensible aussi. Je veux dire, quand on a déjà assisté à la liturgie des heures, il n'y a pas grand-chose qui se passe. En fait, les moines se lèvent. Donc, en fait, c'est logique qu'ils prennent en fait, la liturgie de la messe. Sauf que c'est loin d'être en fait, la liturgie la plus importante dans une communauté monastique. Bon, c'est surtout pour la première moitié du Moyen-Âge. C'est même plutôt rare, en fait. On invite des gens, des prêtres de l'extérieur pour célébrer la messe dans un monastère, parce qu'une grande partie des moines ne sont pas des prêtres. Ça change, en fait, seulement au 9e, 10e siècle. Mais bon, il y a plus d'action quand on célèbre la messe. On est quand même... C'est quand exactement la date ? 68, 9. Ouais, donc on est après ou juste après Vatican II, qui a quand même apporté, mais qui, en fait, justement, pour les communautés monastiques avaient le choix. Donc, c'était un des rares c'était la cathédrale qui avait le droit de choisir est-ce qu'on change vers la nouvelle liturgie ou est-ce qu'on maintient, en fait, l'ancienne liturgie Solem, par exemple, à garder jusqu'à aujourd'hui, la liturgie romaine en partie. Ouais. Enfin, l'ancienne liturgie. Je me posais une question, en fait, surtout sur Life in a Medieval Monastery. Je me demandais quel était le public vraiment visé par le réalisateur, peut-être premièrement, mais aussi, ensuite, comment... Tu sais, on s'est demandé comment ces films-là ont été acquis, bon, tout ça. Moi, je pense que ça fait probablement aucun doute que ça a été acquis par l'ancien Institut d'études médiévales qu'il y avait à l'Université de Montréal. Le parrain de Caroline était professeur à l'Institut, Guy Chalard. Il y a Serge Lusignan qui pourrait peut-être nous dire, qui est un professeur retraité qui est encore assez actif. Je pense qu'il suffirait de savoir finalement qui était le spécialiste finalement, peut-être de la vie monastique, comme ça à cette époque-là, on le saurait. Mais peut-être à Gordon, tu disais que c'était peut-être un article Wikipédia comme relativement bien fait pour l'époque. Est-ce que tu trouves, en fait, dans quel cadre peut-être t'imagines qu'on pouvait utiliser ce film-là? Moi, je le vois très très bien, en fait, justement, pour prendre ça comme une vision, en fait, d'une narration du monachisme. Et après, avec les étudiants, à la limite, regarder au début, revenir à la fin, après, en fait, tout un cours où on a brisé, d'une certaine façon, cette vision monolithique qui n'est pas tout à fait fausse, en fait. C'est-à-dire, en fait, c'est une stabilité institutionnelle considérable, le monde monastique, mais qui se confronte constamment au monde et qui se modifie dans les détails, parfois, en fait, de façon très, très rapide. Donc, moi, je le vois très, très bien, en fait, de ça, c'est-à-dire de partir de ça, et après complexifier les choses, en fait, qui sont représentées dans le film. Parce qu'il est très complet, en fait. En 15 minutes, c'est ça ce qu'on peut faire en 15 minutes. Et pour ça donne, en fait, une vision assez, je dirais, assez complète de ce que c'est la journée, quelles sont les façons. On a une idée des gestes. Je pense que ça, c'est important, que ce soit en fait les gestes vraiment liturgiques ou les gestes aussi dans un monde de silence. Ça, Ce qui est intéressant, disons, par rapport à d'autres types de films de la collection qui sont... les films sur l'art ont souvent un double statut. Il y a une volonté de vulgarisation. Donc le film espagnol, il est fait pour la télévision espagnole en 69, a été racheté, traduit, circulé, qui
PBS a peut-être acheté ça. Je ne sais pas très bien quelle est sa circulation. Ou même dans les écoles. Parce que le narrateur en anglais, c'est une voix vraiment très standard, Ouais. connue. Ouais. Ils n'ont pas mis c'est qui, mais c'est des voix qu'on a. Oui, on connaît. Ouais. C'est bizarre d'ailleurs parce que. Oui, c'est intéressant, c'est ce mélange de vulgarisation, mais quand même acquis par une université qui a vocation d'aller un peu plus loin que la vulgate, pas vulgate au sens, la version vulgarisée de ce contenu-là. Disons par rapport à, on peut poser la même question, est-ce que quelqu'un qui enseignait en 72, 73, je ne sais pas qui enseignait ça à l'époque en histoire de l'art, qui travaillait sur cette période-là ou qui aurait pu être intéressé, donnant un cours sur la cathédrale de Bourges, montrant ça, va plutôt chercher à le déconstruire ou être heureux parce qu'on voit quand même quelque chose et c'est intéressant. Il y a une espèce de truc qui est, je trouve intriguant. Pour le premier film, certainement pas. Le premier film, aussi dans les détails historiques, c'est en fait la vision acquise de l'histoire à l'époque. Ouais. Tout à fait. Donc il peut servir vraiment comme un support didactique. Absolument. Texte à l'appui. De ce point de vue-là, c'est vulgarisation dans la synthèse en fait des éléments, mais ce qui est mis en avant, c'est le state of the art de l'époque, de la vision, ce que c'est l'histoire du monachisme. Juste pour dire, par exemple, aujourd'hui, il y a des gens qui en mettent plus ou moins une question. Est-ce que Benoît de Nursie est vraiment l'auteur de la règle de Somenois, par exemple? Il y a une forte part de construction. Il y en a qui disent, en fait, il n'a jamais existé. Et après, on peut dire, en fait, de toute façon, s'il a existé ou pas. Aujourd'hui, en fait, ça n'a pas trop d'importance. En fait, c'est de voir ce que ça donnait, en fait. Un film comme Life in the Monastery, ça peut ouvrir ces types de discussions avec les étudiants. C'est ça. Et, franchement, même aujourd'hui, j'utilise les clips de Arte pour mes cours qui sont disponibles sur Studium pour donner un sens de contexte architecturel, un peu d'aperçu. Ça aussi, certains étudiants aiment bien avoir les petits films avant de discuter dans une manière plus approfondie les lectures, les articles scientifiques. Donc, c'est un complément à l'enseignement. Donc, c'est vraiment... on pense maintenant, les films d'Arte sont cool, c'est un peu plus... Mais moi, je le vois vraiment bien de le montrer au début, de passer en fait 15 semaines là-dessus. Après, on revient sur le film et hop, dites-moi en fait ce que vous en pensez maintenant. C'est pour avoir un effet de sentir son propre avancement intellectuel par rapport en fait à une question initiale. Est-ce que ces films, on peut en faire des projections internes en réalité? A priori, on peut débattre, parce que là, la question des droits est un peu... Ah bon? À l'époque, oui, bah aujourd'hui aussi, pas moi. Non, mais ce que je veux dire, c'est que tu faisais pas tu n'allais pas consulter le film comme étudiant tout seul. Techniquement, oui. Techniquement, et à l'époque surtout, je dirais, et encore aujourd'hui, si tu veux emprunter les films, tu vas à la bibliothèque, tu sors ta bobine et tu peux partir avec. Mais tu penses qu'à l'époque, on les consultait? Et tu es le projecteur. Tu viens de me rappeler quelque chose, en fait. C'est qu'il y a vraiment pas si longtemps, puis peut-être que Louis aussi a ça. Il me semble qu'à la bibliothèque Récit Bio, où étaient conservés les films, je pense qu'il y avait une salle où il y avait 1 ou 2 projecteurs. Puis que là, on est dans les années 2000. Donc, l'étudiant, parce que moi, je pensais, en fait, j'avais dans la tête ton commentaire tout à l'heure, c'est-à-dire que c'était nécessairement un prof qui le montrait. Mais j'ai l'impression que quand c'était déjà démocratisé, même avant ça, justement, il y avait une grosse vidéothèque, le centre audiovisuel. Puis je pense que les étudiants pouvaient consulter directement. Ça reste à être confirmé. Les points de service, ils louaient des projecteurs 16 mm. Donc, est-ce qu'il y avait une entente avec la bibliothèque, quelqu'un peut partir avec son projecteur, sa bobine sous le bras et visionner à la maison? C'est pas ou sur place, oui. Tu le mettais dans un petit bout, puis tu regardais ton truc. La question est de savoir, en fait, si ça a toujours été comme ça, ou à partir de quel moment, finalement, s'il y a eu un tournant, les gens pouvaient les emprunter, parce que là, les films, n'importe qui
peux aller Aujourd'hui. au comptoir de la bibliothèque et emprunter une bobine de 16. Oui. Quand la VHS est arrivée. À Montréal, on a les deux experts sur ces questions-là, Charles Ackland et Heidi Wasson, qui ont beaucoup travaillé sur l'audiovisuel. En fait, Heidi remet un peu en question l'idée reçue que c'est du matériel du surplus de guerre après la Seconde Guerre mondiale qui fait qu'il y a une marée de projecteurs 16 mm qui deviennent disponibles. Mais bref, c'est qu'il y a vraiment une forte poussée dans les années 40-50 autour de l'audiovisuel. Charles Ackland m'avait envoyé en bibliothèque documenter dans tous les manuels audiovisuels, les revues. Il y avait plusieurs périodiques qui étaient comme Business Screen, Educational Screen, qui couvraient ce marché-là. Et puis donc, ouais, il y a les projecteurs, mais il y a toutes sortes de dispositifs de visionnement individuel. Et puis, tous les collèges, les écoles, à partir des années 40, avaient un département audiovisuel où, bon, j'étais pas là, mais je pense que n'importe quel étudiant pouvait se présenter avec sa carte et puis avoir accès à un appareil pour visionner et puis sortir une copie de film. C'était... Dans les années 40, c'est un peu tôt là, pour ici. Ouais. L'ONF existait à peine. Ouais, non, mais le point étant, c'est que l'idée reçue, c'est que c'est après la Seconde Guerre mondiale que vraiment il y a une masse très forte de projecteurs 16 mm qui devient disponible. Bon, c'est sûr que le moment phare des années 60, c'est encore plus développé, mais... Je ne sais pas si moyen de savoir quelles sont les premières acquisitions de la collection de circulation de films ici. C'est curieux de savoir. Et il y a moins de... Parfois, quand tu as les bobines, tu as la fiche de bibliothèque avec les étampes et le retour. Donc, tu peux à la limite savoir combien de fois les films ont été empruntés, à quelle date. C'est Mais tu sais, l'Office du film du Québec distribuait dans les années 40, là. C'est ça. Mais c'est plus ancien, en fait, je suis d'accord. Mais en fait, c'est qu'avant que ça s'institutionnalise, comme l'Office du film, on fait le service de cinéphotographie de la province de Québec qui est créé en 1941. Mais dès les années 20, le gouvernement du Québec, certains ministères utilisent le cinéma pour l'éducation, l'agriculture, entre autres. Puis quand le SSP est créé en 1941, c'est surtout de fédérer ça. Donc, il y a vraiment une très longue histoire. Puis ici, avant qu'il y ait un audiovisuel, c'est pas certain que dans les années 30, il y avait des professeurs qui achetaient des films qui étaient de leur propre initiative, puis qu'éventuellement, vraisemblablement, dans les années 50-60, ça a été fédéré. En fait, il y a une espèce de dépôt central qui a dû être constitué, mais je suis pas certain que si on fouille, on va trouver des traces de projection ici dans les années 30. C'est vrai que, mettons, des scientifiques aussi filmaient leurs expériences. Oui. Albert Jutra, Claude Jutra, le père d'Albert Jutra, qui s'est acheté une caméra Bolex pour filmer ses chirurgies, puis utiliser ça pour l'enseignement à l'Université de Montréal dans les années 50. Mais là, pour le cas des films sur l'art, en tout cas, Marie-Odile Demey, dans le cadre de sa thèse, avait pas mal travaillé sur la question. Il y a des débats très tôt, en fait, dans les années 20-30, par des universitaires. Panofsky, mais surtout les Français, il y a Franck Castel, il y a toute une série de personnes qui s'engagent en fait dans l'idée d'essayer de produire des films sur l'art qui soient des essais cinématographiques sur l'art. Ça, c'est très intéressant parce que ça veut dire qu'il y a un discours savant sur ces films, pas seulement pédagogique, et sur leur place dans le discours sur l'histoire de l'art. Je ne vais pas faire dérailler la discussion, mais autour du centenaire du format 9.5 mm, j'ai oublié le nom c'est une jeune chercheuse. En fait, c'est bon. Avant le cinéma, il y a la Lanterne magique. On a Lagacé, Jean-Baptiste Lagacé à l'Université de Montréal, qui est un pionnier de l'usage de la Lanterne magique dans les cours d'histoire de l'art. Ces archives existent aux archives. Personne n'a touché à ça. C'est des gens qui cherchent à suivre. C'est clair. Donc, la Lanterne magique. Mais le cinéma, c'est qu'il y a un problème avec le cinéma. C'est que filmer des vitraux ou des façades de cathédrales, ça fait plus ou moins sens au cinéma. Puis en 9.5 mm, il y a des trucs géniaux qui ont été documentés, des appropriations par des professeurs du dispositif du 9.5. Le 9.5, c'est un système pour les amateurs ou pour vendre les films moins chers. Les intertitres sont tirés sur 2 ou 3 ou 4 photogrammes. Puis il y a littéralement une cloche sur le projecteur. Il y a un système d'encoche. Bref, l'intertitre, il y a une encoche sur le film qui déclenche la cloche, qui désengage le moteur. Donc, on passe en projection fixe pendant quelques secondes pour avoir la projection fixe de l'intertitre. Donc, c'était pensé pour les films muets.
Mais il y a une jeune chercheuse qui a documenté qu'il y a un professeur d'histoire de l'art qui, lui, filmait les cathédrales, puis utilisait le système d'encoche pour éviter de gâcher des mètres et des mètres de film à filmer les bas-reliefs. Ça devait être comme une diapo, au fond. Oui, c'est ça. Donc, il prenait son film de 5, mais il pouvait le convertir en diapo en ajoutant l'encoche, qui n'était pas pensé pour ça par les gens de Pathé dans les années 20 qui ont développé le système. Mais c'est un bel exemple d'appropriation par des gens d'histoire de l'art pour exactement le même sujet. Oui, mélanger des images fixes et des images mobiles. Oui, ben c'est ça, c'est que le propre du 9.5 mm Pathé Baby, c'est que la projection alterne entre image en mouvement et puis image fixe. Puis c'est pensé pour les interdits parce que le texte n'a pas besoin d'être imprimé sur 200 photogrammes, si on peut passer en image fixe. Mais donc il y a des... Parce que un des gros enjeux pour l'architecture, c'est justement que le film peut rendre les choses de manière comme une visite architecturale. Là, pour les vitraux précisément, il y a l'idée d'essayer de trouver dans le rapport avec le média quelque chose qui permet d'explorer le vitrail autrement, avec le montage, reconstituer les scènes. Donc c'est très intéressant ce qui s'y passe. Moi, sur les questions d'acquisition, cependant, plutôt qu'un prof, comme le film est en anglais, alors que c'est une production française, je pense j'avais la même question. Ça découle plutôt du collectionnement et du fait d'acquérir la collection en bloc. Je ne sais pas s'ils l'ont acquérir, parce que peut-être que... Elle apparaît dans est-ce que les codes sont les mêmes. Donc c'est une acquisition. Parce qu'il y a quelques centaines de films de cette collection-là. Il y en a, je pense, 600, quelque chose comme ça. Puis nous autres, on en a seulement que quelque chose comme 78. Donc c'est une sélection dans le catalogue, ou alors il y a Ils ont la même cote. Un lot du catalogue. Donc tu as tout le même code, tu as le fil 1782, 1783, 1784, puis tu vas de l'art pariétal à... Ça serait intéressant. On rendait les diapositives comme ça, hein, parce que pour l'histoire de l'art, la question des images est super centrale, et en fait, pendant longtemps, on avait... Parce que là, pour les vitraux, clairement, le film a une valeur pédagogique intéressante. Trouver une couverture photographique couleur dans les années 60 des vitraux de Bourges, c'est pas si évident en réalité. Et les diapositives, elles étaient vendues, les diapositives pédagogiques, elles étaient vendues en livret, comme campagne photographique. Donc on faisait des acquisitions de collections de ce type, donc c'est peut-être assimilable à ça. C'est pas dit qu'on les avait pas d'ailleurs, ces mêmes collections-là de diapos. Si, on les a, mais on les a virées. Oui, ben c'est ça exactement. C'est ça. C'était dans la salle de séminaire du soir. Moi j'ai gardé un tiroir, si ça vous intéresse. J'ai sauvé dans un... Les bibliothèques aussi, on en avait beaucoup, on s'en est départi de certains aussi étaient virés au rouge, donc plus très, je veux dire, ça pourrait avoir un autre usage. Là. Mais ça, ce que je veux dire, c'est que peut-être pour la collection de Anthony Rowland en particulier, on pourrait voir, on a à peu près, moi je pense qu'il y a 3 catalogues du centre audiovisuel. Il y en a un de 75, il y en a un de 91, puis il y en a un de 93. Donc, est-ce qu'il y a eu une incrémentation à un moment donné, ou est-ce qu'il y a eu un élagage aussi à un moment donné? On en avait plus, on en avait moins, est-ce qu'on avait d'autres supports? Si, mettons, j'ai entendu parler de films fixes, tu sais, si on produit des films fixes, si on produit des ensembles de diapos, peut-être. Parce que, puis il y a une autre chose, je sais qu'ils sont revenus ensuite, il y a eu, je ne me rappelle plus c'est quoi le colloque, ils sont revenus en 92 à Montréal, puis probablement parce qu'ils voulaient vendre. Donc ils étaient dans une grande foire dont j'ai oublié le nom, là. Il y a plusieurs exposants, mais la Anthony Rowland Collection, ils sont venus. Donc, c'était en VHS, on voit aussi s'il y a l'équivalent en VHS. Je pense qu'on en avait en VHS. On a 108 documents ou 107 documents qui répondent à cette collection-là dans les bibliothèques, mais 78 seulement qui sont des films. Mais là, récemment, avec l'atelier de jeux vidéo, on a travaillé sur les laserdiscs et les CD-ROM, et en fait, on a récupéré des laserdiscs sauvés de l'élagage, je ne sais pas par qui. Peut-être toi, Dino? Ben, si vous les avez récupérés, c'est ramené, mais je ne sais pas d'où ils viennent. Oui, ben, j'ai suggéré de... Et en fait, on les a regardés l'autre jour. Moi, je n'avais jamais vu ces dispositifs. Et c'est intéressant parce que, en fait, il y a un fil, le laserdisc avec son index, et l'index, c'est papier. Donc, en fait, c'est très bon. La conversion n'est pas faite, la mue n'est pas totalement... Mais clairement, c'est un support de travail pour les historiens d'art, et ça a été acquis comme ça, ça paraît très évident. Ou même... Dans une lignée collectionneuse, probablement. Mais même avec le film sur les vitraux de Bourges, c'est intéressant parce que c'est un moment
parce que c'était filmé en 1955, donc c'est vraiment un moment avant certaines restaurations, avant le nettoyage. Donc c'est un moment dans la vie du monument où on peut vraiment, peut-être ce n'est même pas le même état, ou on ne voit pas parce qu'il y a un morceau qui est cassé ou il y a toujours les problèmes avec le nettoyage trop fort, trop agressif dans les restaurations des monuments. Donc, c'est intéressant aussi comme un document historique de l'état de l'œuvre. Moi, le truc qui m'avait intéressé, puis qui est un peu lié, mais vraiment par la bande avec le film sur le monastère, c'est la temporalité un peu. Le premier carton dit voici cet art etc., du Moyen-Âge, mais qui inspire les peintres contemporains. Donc, je ne sais pas, il pense à Chagall, je ne sais pas qui pense exactement, cette vague. Ou Solange. Je sais pas, de ces artistes abstraits, notamment, qui renouent avec l'art, pour ça peut-être faire un lien avec Brakhage éventuellement. Mais ça, c'est parce qu'à l'époque, il y a des premières campagnes de vitrail contemporain. Donc, je pense que c'est une référence directe aux interventions de Beauf et les vitraux. Oui, c'est ça. Il y a les premières... Parce qu'il y avait... C'est dans les années 60, c'est avant même les années 60, mais dans les années 55. 55, parce que Chagall, il l'a fait dans plusieurs... Et à la base, c'est fait par Malevaux, c'est quand même pas n'importe qui. Oui, exact, ça, oui. Pardon? Qui est Henri Malevaux par rapport à ça, le nom du réalisateur? Il a fait plusieurs films. Pardon? Oui, il a fait plusieurs films aussi. C'est un dessinateur, peintre, poète, je pense aussi. Poète aussi. Et effectivement, des films... Et aussi les photos aussi, parce que je l'ai vu, certaines images dans des livres artistiques. Pour revenir à la collection, est-ce que tous les films sont entrés au même moment dans la bibliothèque? Les films de la collection de l'Anthony Rodin Collection, oui. Ensuite, l'ensemble de la collection s'est constituée, il faudrait vérifier les premières acquisitions de camp, mais je parle des films les plus anciens des années 30. Mais le Anthony Rodin Collection, clairement, ils ont acheté le lot. Puis il faudrait voir qui était là à l'époque. Moi, je soupçonne, j'avais dit 77-78, parce que je vois que le dernier film, parce qu'en fait, c'est vraiment parmi les dernières acquisitions, du moins, qui ont été cataloguées. Donc, dans le document Excel, dans lequel on pioche depuis 10 ans, c'est parmi les dernières acquisitions qui ont été faites. Il y a 3 films sur la génétique après ça. Et ensuite, le dernier film sur la génétique date de 77 ou 18. Donc, forcément, c'est dans ces années-là que cette collection-là, elle a été constituée. Donc, pour voir... Mais les vieux, en fait, des années 30-40, il y en a... Ça, on n'a pas. Les premiers. Dans la collection, en général, de films de l'UDR, ça remonte aux années 30, les premières acquisitions datent... les films datent des années 30, 40. Mais je serais curieux de voir qui était là à l'époque. C'est ça, le film peut dater des années 30, mais il était acquis peut-être en 60, 70. Il y a des puis il y a des films des premiers temps, Black Hawk qui ressortait des films. Vous savez, pas en histoire de l'art, mais pour faire un lien avec une prochaine séance sur la neuropsychiatrie, quand Penfield crée l'Institut de neurologie à Montréal, c'est en 1934, la salle où il fait des opérations est conçue d'emblée pour filmer les opérations, pour se filmer lui-même, ce qui est très très narcissique. Mais donc il fait des films d'emblée, et c'est, comme il est chirurgien, neurochirurgien, c'est pour filmer les opérations. Et les films, je ne sais pas s'ils sont vendus ou diffusés entre scientifiques, mais on les trouve aussi à Marseille, par exemple. Donc, et on en trouve aussi essentiellement ici, parce qu'après, ces élèves sont devenus eux-mêmes professeurs d'autres universités, notamment l'UDR. Parce qu'il y a le film qu'on a montré sur Dr. Penfield la dernière fois, qui s'appelle Aux frontières de l'esprit, qui est un film sur l'Institut de neurologie de... Ils sont après la guerre. De McGill. Oui, c'est ils ont fait dès les années 30, en fait. C'est ça. Donc il était probablement dans sa salle. C'est 55, au portrait de l'esprit, c'est 55. Et la salle est faite pour que ce soit filmé. Il y a aussi une point quand même, mais il y a aussi, c'est aussi fait pour qu'il y ait des spectateurs. C'est une tradition en fait de l'amphithéâtre de Châteauguay. Depuis Doyen aussi, qui a fait ça sur le toit, tout vitré pour pouvoir avoir le maximum de lumière. Mais Penfield a conçu d'emblée comme ça. C'est ça. C'est cool.
Pour la couleur aussi, la chirurgie, pour revenir aux vitraux, l'intérêt, c'est que l'Eastman Color, qui est lancé juste en 55, ça devient beaucoup plus intéressant de tourner les vitraux. Et pour la chirurgie aussi, quand Kodachrome est mis en marché en 28 et Kodachrome en 35, un des tout premiers marchés qui est envisagé par Kodak, c'est les chirurgiens qui tournent leurs opérations. Parce que c'est beaucoup plus lisible comme image, on peut voir en couleur. Puis, ouais, c'est vraiment la CD Kodak Special, qui est la première caméra 16 mm professionnelle. Si on lit le matériel Kodak qui présente la caméra, les médecins et les chirurgiens sont envisagés comme usagers avant les gens qui doivent faire du cinéma de fiction, etc. Chez Kodak, on sait qu'il y a beaucoup de médecins qui se sont appropriés 16 mm dans les années 20, donc on développe des outils. Puis, ouais, la couleur, ouais, c'est drôle, il y a des points de jonction qui sont des vitraux. Parce que non négligeable des revenus de Kodak, d'ailleurs, sont liés au milieu médical, les radiographies, entre autres. C'est très intéressant pour moi parce que en fait, j'utilise dans mon cours de paléographie toujours un film de Jean Malan, qui est un grand spécialiste en fait, de l'épigraphie romaine, paléographe. Il a fait la version que j'utilise date des années 70, au début 80. Il a fait déjà une version dans les années 30. Et je me suis toujours posé la question, comment est-ce qu'il a pu faire... Enfin, maintenant, je comprends un petit peu mieux, en fait, de faire un film de 25 minutes sur l'évolution de l'écriture de l'Antiquité romaine à travers le Moyen-Âge. Enfin, il le reprend après parce qu'il a d'autres procédés technologiques, j'imagine, de mise en image. Ça, c'est Ductus, voilà, c'est Ductus. Ouais. Mais en fait, j'avoue que la première version, moi, je ne l'ai jamais pu voir. Nous, à l'école des chartes, oui, en fait, c'est moi qui l'ai fait transposer sur DVD, en fait, parce que j'avais vu parce que moi, je le connaissais. Moi, j'ai fait l'école des chartes. On avait en fait la version en bobine. C'était montré chaque année en début de cours de paléographie. Et quand j'ai vu qu'il existe ici, j'ai sauté dessus parce que c'est un excellent film, en fait. À l'école des chartes, on montrait le film en bobine. On montrait le film en bobine, voilà. Ouais. Parce qu'ici, c'était VHS. Mais la version en fait, des années 30, je ne l'ai jamais vue, en fait. Ça, je ne peux pas dire, mais je sais qu'elle existe. Voilà. Pour faire le lien avec les vitraux contemporains, on a parlé de Chagall. Il a travaillé pour plusieurs églises. Une des plus belles réalisations, c'est une église qui s'appelle Saint-Stéphane à Mayence, en Allemagne, en Rhénanie. Les vitraux sont entièrement de Chagall. C'est très, très bleu. Il y a des films, bien sûr, sur ces vitraux, cette église. Je ne connais pas en quelle année c'est ça. Je regardais Metz, c'est un peu plus tard, donc c'est après le film. Par contre, Rouault, effectivement, au plateau d'Assis, c'est en 45, donc c'est quand même très très dans l'actualité. Et puis les vitraux sont réalisés, je pense, dans les dessins qui sont en 45, ils sont peut-être mis en forme en 49. Est-ce que vous avez envie qu'on passe au petit braquage? Ben oui. Enchaînons, puis on pourra avoir une discussion après. C'est ça. Merci à vous. Bon, d'abord dire que c'est un des films un peu tardif de David Brackett, donc c'est 93, je crois, 94, Chartres Series. Brackett, c'est un cinéaste américain, commence fin des années 40 à faire des films et découvre ce qu'il appelait lui-même son art de la vision. À la fin des années 50, il est ce que Pierre Adolphe Sidney appelle le représentant du cinéma lyrique, donc un cinéma à la première personne, qui est entièrement au service de ce que lui appelle sa vision, ses visions. C'est quelqu'un qui a une façon de regarder le monde qui est très singulière, qui a une capacité de captation des vibrations les plus infimes, non seulement du monde extérieur vers le monde intérieur, sa vision, mais aussi comment son cerveau, sa mémoire produisait des séquences visuelles colorées ou parmi les très beaux films. Voilà. Donc, il y a ce projet-là, c'est une œuvre qui est entièrement consacrée au thème de la vision, donc monde extérieur vers la perception, mais aussi ce que lui appelait du feedback visuel du cerveau vers le nerf optique qui produisait des
gamme chromatique, des rythmes colorés. Et voilà. Et le film que vous allez voir est un film entièrement peint à la main, donc il n'y a pas d'image filmée, c'est entièrement vraiment peint directement sur pellicule, qui est L'intervention sur pellicule est quelque chose qui arrive très tôt dans l'œuvre de Brakhage, mais il systématise la peinture sur pellicule assez tard, dans les années 80, après son divorce avec Jane Brakhage, donc sa première épouse, pour toute une série de raisons. Vraiment, il adopte cet art de la peinture sur pellicule. Donc, peinture sur pellicule, 16 mm essentiellement, parfois 35, mais plus souvent qu'autrement 16 mm. Et il y a, je ne sais pas, une trentaine de films, quarantaine de films, sinon plus, ou de séries de films qu'il a réalisés sous cette modalité-là, qui est très laborieuse, très compliquée. Donc, il y a cette étape de peinture sur pellicule, parfois sur pellicule noire, où il gratte, il enlève l'émulsion noire et il peint directement sur le film, à 2 ou 3 photogrammes près, jamais plus. Quelque chose, cette idée-là, il dit « If there's more than 4 frames, it becomes a slideshow ». Donc, ça va très, très, très vite. L'idée, c'est que ça va très, très, très vite. Et ces films peints sur pellicule tendent, pour Brakhage, de recréer ce que lui appelle de moving visual thinking. Donc, une des grandes obsessions de Brakhage, c'est d'arriver à une sorte de stade de la visualité ou de la vision d'avant le langage ou d'après le langage, mais en tout cas qui fait l'impasse sur le logos ou sur, en tout cas, le langage verbal. Donc, voilà, c'est un peu le projet. Pour Charter Series, comme beaucoup d'autres films, ce sont des séries. Parmi les dernières grandes œuvres de Brakhage, une série qui s'appelle Panels from the Walls of Heaven, qui est une extraordinaire méditation sur le divin ou sur des évocations du monde biblique, religieux, des visions disons, qui lui revenaient de son enfance et de sa relation, disons, plus générale avec ce qu'on peut appeler le sacré ou le divin, qui est une série, Panels from the Walls of Heaven, c'est une série, je pense, qui est de 12 parties, assez longues, très élaborées. Donc, c'est souvent des Charter Series, c'est plusieurs courts segments, donc séparés par de l'amorce noire, qui est une évocation, en effet, d'un voyage qu'il a fait à Chartres en 91-92, avec Nathaniel Dorsey, un autre cinéaste expérimental, où ils sont arrivés à Chartres et ils ont passé la journée dans la cathédrale à juste voir l'évolution de la lumière durant la journée, du matin au soir. Et il est revenu de cette expérience qu'il décrit lui-même, dans le sens du superlatif, mais souvent il dit c'était la plus grande expérience esthétique de ma vie. Il le dit souvent sur plein de choses, il faut peut-être le croire. Et très tôt, il a commencé à peindre, aussi au moment où la sœur de Marilyn, donc sa deuxième épouse, était mourante. Donc c'est aussi une sorte de poème visuel qu'il fait en mémoire, disons, de cette personne qui était très importante pour lui. J'en dis pas plus. Si vous voulez, après, j'ai une petite table j'ai un petit rewind, donc on peut s'amuser à défiler la pellicule. Vous pouvez regarder ensuite ce que ça donne. Et là, pour l'instant, on va le regarder animé. Il y en a un peu cette deuxième où tu parlais du mouvement, tu as vraiment l'impression comme d'entrer dans le film. C'est comme si tu regardes peut-être pas le silence, mais j'avais lu un commentaire en ligne d'une fille qui disait j'avais regardé les films de Brakhage, puis pour moi c'était comme un voyage dans le cosmos. Tu sais, bien sûr, tu regardes les photos de. Ouais. Mais il y a un peu de ça, il y a des effets de. Et puis c'est toujours un peu étonnant de savoir à quel point il savait que ça allait produire cet effet-là ou pas. Mais il y a des effets de rondeur, de profondeur, de 3D presque. Les couleurs semblent se détacher de l'écran par endroits. C'est quelle année 94, le film? Oui, 94. Il en a fait jusqu'à sa mort en 2003. Le dernier film qu'il a fait est un film gratté sur pellicule, vraiment sur son lit de mort, qui s'appelle Chinese Series, qui est extraordinaire, qui est un film uniquement un film gratté, gratté sur film. Mais jusqu'à la toute fin de sa vie, les dernières grandes séries, c'est entièrement des films peints à la main.
à l'époque où il n'avait plus la force, il est tombé malade à cause de la peinture aussi. C'est un détail, une sorte d'ironie tragique, c'est que, n'ayant pas beaucoup d'argent, il achetait de la peinture au plomb. C'est le coltar. En fait, le coltar, c'est une des premières substances qui a été identifiée comme cancérigène parce que, je crois, au XVIIIe siècle, les gens commençaient à faire des corrélations entre certains cancers que les ramoneurs développaient. Et puis, c'est encore un des principaux pigments, je pense, qui est utilisé pour le rouge. Puis, donc, c'est le cadmium. Puis, bref, quand il est passé à Montréal en 2000, il y avait déjà le cancer. Puis, lui, il est convaincu qu'il avait développé un cancer en trans, ces pigments-là. C'est ça. C'est vraiment aussi, en même temps, c'est les années 80, j'étais à Oxford, il y avait plusieurs artistes qui ont travaillé avec Martin Dice, qui était aussi utilisé pour les films, qui a donné, c'était la même chose. Il y avait des concerts assez, et aussi des effets neurologiques. Il y a les encres, les encres pour peindre sur les plaques de lanterne magique au 19e siècle. C'est les encres, c'est pas Jean Blanc. Mais bref, c'est qu'au 19e siècle, on cherche une façon de peindre sur les plaques de verre. Et puis, c'est un déchet industriel de goudron, essentiellement, qu'on réalise qu'on peut en tirer les teintes. Et puis, les encres à l'aniline. Ça se développe au 19e siècle pour peindre sur entre autres, les plaques de lanterne magique. Ça va utiliser des films muets qui étaient peints à la main, c'était à l'aniline. C'est un autre, en fait, c'était littéralement des déchets industriels qu'on réussit à en tirer des encres. C'est intéressant, je crois. Un peu, mais on regarde ici, le stylo de Notman était sur de Bleury, je crois. Puis si on regarde le bulletin téléphonique, il y a au début du 20e siècle, il y a encore comme Canadian Airlines Company, comme directement côté du stylo de Notman. Pour finir la métaphore de l'intoxication, moi, je suis frappé par le fait que l'esthétique fait aussi penser à toute l'esthétique du LSD. Le psychédélisme. Le ratio, il jetait assez peu de choses. Moi, quand j'ai parlé, les fois où j'ai pu parler à Brakhage lui-même, mais aussi à sa deuxième femme, son épouse, qui gère un peu à la fois son patrimoine, mais aussi, c'est un des trucs les plus émouvants qu'elle m'avait raconté, c'est quand lui est décédé, peu de temps avant, il lui a dit « You're going to be my eyes now ». Ce qui est quand même une lourde responsabilité, parce que c'est elle qui supervise toutes les copies qui sortent. Il faut s'assurer que, OK, ouais, et les sorties DVD et Blu-ray que lui avait approuvées, mais c'est très dur à dire. Est-ce que c'est exactement ce rouge-là, c'est exactement ce bleu-là? Bon, bref. Mais elle me disait, parce que j'ai dit, est-ce qu'il y a beaucoup de choses dans les... Parce qu'il venait d'y avoir un transfert des archives à Boulder avec le Brakhage Center. Je dis, est-ce qu'il y a beaucoup de chutes? Elle me dit, he didn't throw much out. Il était tellement économe pour des raisons de nécessité que tout ce qu'il tournait, il trouvait une façon de le réutiliser. Il y a beaucoup de plans de films qui sont dans Dog Starman de 64, qui reviennent dans Dante Quartet en 87, un bout de truc qu'il a réutilisé, qu'il a repeint. Donc, il y a une espèce d'économie. Donc, je pense que pour les films peints à la main, il trouvait une façon de conserver, de tout ce qu'il avait, à peu près, il le gardait. Quoi. Il y avait très peu. Palimpseste, en fait. Oui, c'est ça, exact. Si c'est pas, oui, tout à fait. Il y a une esthétique vraiment du palimpseste dans beaucoup de ces films peints à la main. Parfois, il peignait sur de la pellicule vierge, donc parfois transparente, parfois noire, qu'il grattait, mais souvent, parfois, c'est des films trouvés ou des films qu'il avait tournés et par-dessus lesquels il venait peindre. Donc, il y a un effet vraiment de couche d'image qui fait vraiment partie de la richesse de ces films-là. Et là, la surimpression, qui est aussi un mode très fréquent. Est-ce qu'il a développé sa technique, en fait? Enfin, il a tout commencé, en fait, j'imagine. C'est vraiment l'ignorance totale qui parle, en fait. Je me demande est-ce qu'on développe comme ça une technique quand même... Il y a une technique parce qu'il y a beaucoup de cinéastes qui peignent la pellicule. Il n'y a personne qui fait ça. Il a vraiment passé
une bonne partie de sa vie à cet art-là. Il fait des croquis en fait à côté. Je sais, je pense pas. Je pense qu'elle est directement. Moi, je l'avais vu en fait. J'ai un souvenir il avait toujours un petit rouleau de pellicule et quand il avait un peu de temps, il sortait, puis il grattait un peu, il avançait un petit peu, il regardait comme ça. Donc, il était toujours en train de travailler. Donc, je pense qu'il y allait vraiment. Et lui, il disait souvent le truc qui est très, très beau aussi. Et puis, tu vois, tu confirmes sur la couleur. Et il dit, moi, j'invente rien. Je suis un documentariste. Je documente ma propre vision. Et souvent, dans les films peints à la main, c'est en effet soit des lieux qui sont évoqués comme ceux-là, mais parfois, ça va être une lecture de Dante Quartet, par exemple. C'est sur sa lecture de Dante, sur les visions qu'il a en lisant la Divine Comédie, mais qui, pour lui, forment une sorte de pensée visuelle en mouvement, qui a des couleurs, qui a un rythme, et donc il recrée ça vraiment par une sorte d'exercice quasiment comment on peut l'appeler, presque mystique, quoi. Il rentre dans ces espèces de transes et il voit des choses et il retranscrit. Tu vois, c'est vraiment ce qu'il a vu. Il dit tout ça, je l'ai vu. C'est-à-dire, ça nous ramène à un petit peu un point en fait définitivement, cette idée en fait de rendre matériel immatériel en fait. C'est ça, exact. En fait, de l'art. On est en plein là. C'est pour ça cette métaphore en fait de la musique est intéressante aussi parce que c'est un autre art en fait qui a le problème en fait de l'éphémère et de l'abstrait en fait. Même le rapport avec le chef d'orchestre, le compositeur, où il y a une éternelle quête de rendre en fait ce qui est sur la page de la partition en fait. Mais il reste qu'en fait, je veux dire en fait ça, pour moi en fait, ça demande un énorme effort de projection, d'imagination en fait du résultat final. Oui. Est-ce qu'il a déjà travaillé c'est une question à relier, est-ce qu'il a déjà travaillé en plus grand format que la salle d'hiver? Oui, Dante Quartet, c'est l'exemple le plus fou. Il est allé jusqu'à format IMAX. Format IMAX 35, 70. Mais ensuite, ça a fini. Je pense que Dante Quartet, c'est un des seuls qui existe en 35. Mais nous, on a une copie 16. Donc, ça va du format 16 à 35. Donc, il y a des formats différents. Mais tu vois tout de suite que quand il a une palette plus grande, je veux dire, c'est tout à fait intéressant. McLaren qui travaille en pellicule en 35, 35 c'est déjà 4 fois plus grand que le 16 mm. Le 16 mm, c'est... Il faut prendre confiance, on y va un peu à l'aveugle. Mais c'est aussi intéressant parce que n'importe quelle taille de film, 35, 16, etc., c'est cette vision que c'est projeté. Donc, on va faire quelque chose, normalement, pour les artistes, on va faire quelque chose de plus grand parce que quand c'est reproduit dans un livre, quelque chose, it's more tight. Et c'est l'inverse avec cette approche. Donc, c'est hallucinant à penser qu'on peut dessiner quelque chose de tout petit qui est projeté sur un écran qui est 100 fois plus grand que le livre. C'est incroyable. Alors, si vous voulez venir voir un peu ce que ça donne... Ah oui? Oui, tu peux. Là, j'ai juste mis sur un fond blanc. C'est très, très rudimentaire, mais ça donne quand même une petite idée de la... Juste bloquer son vue. C'est bon, c'est juste... c'est la séquence vers la fin, là, quand il y a la bande... Tu vois qu'en fait, il y a très peu... c'est sur la séquence finale, ça va très, très vite. Tu vois, parfois, tu vois qu'il y a une continuité. Là, c'est vraiment suivi. Là, ici, on ne peut pas.